Sinon, vous pouvez l'ouvrir autrement. Donc, je ferme le VS Code. Donc, à la place de passer par là, bah, je vais cliquer ici, je tape CMD. Hop. Ça m'ouvre la console en se basant sur ce répertoire. Et je tape simplement code espace point. Je clique sur Enter. Et hop. Vous avez votre VS Code positionné dans le bon dossier. Ça va? Ouais, Mounir, il n'y a rien dans Hello Git. Il n'y a rien, ouais. Ça, c'est un test que j'avais fait tout à l'heure. Vous n'aurez peut-être rien parce que je n'ai pas fait un push éventuellement, parce que je suis sur développe moi ici. Mais ne pratiquez pas avec moi maintenant. Il y a un truc qui est prévu pour vous tout à l'heure. Simplement, essayez de comprendre avec moi comment ouvrir un projet et comment moi je vais ajouter deux dossiers ici. Pour ajouter un dossier dans VS Code, je clique sur le petit file là, ici. Donc j'ajoute deux dossiers, donc accueil.txt, suite contact.txt. Vous ne faites pas ça, hein, ça va? Parce que moi je partagerai ça avec vous. Si vous le faites, il va y avoir des conflits. Et les conflits, je les traiterai tout à l'heure, pas maintenant. Il n'y a pas besoin de provoquer des conflits maintenant, une chose à la fois. Donc alors, voilà, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'ajouter deux fichiers ici. Et donc alors, je vais sur Git. Lui, il va refléter ces modifications. Comment, dans une interface ici, je peux me retrouver? Bien, pas de souci. Vous avez, dans l'arbre des commits, on appelle ça l'arbre des commits, Work in progress. Work in progress. C'est le wipe que vous avez là. Work in progress. Tant que vous n'avez pas cliqué sur cette zone de texte, vous ne verrez pas les modifications que vous avez faites. Moi, j'ai ajouté deux fichiers ici. Contact et accueil, je dois les voir quelque part sur Git. Eh bien, pour les voir, je clique ici. À droite, je vais voir mes modifications. Voilà. Vous avez le petit plus en vert qui veut dire que s'il s'agit d'un ajout. Added, comme vous le voyez là. J'ai ajouté deux fichiers. Moi qui travaille sur la page d'accueil, j'aimerais rendre disponible le fichier accueil.txt aux autres développeurs. Donc alors, je ne dois pas envoyer contact. Donc c'est ce qu'on appelle le bon commit. Le bon commit, c'est n'envoyer que ce qui concerne la page d'accueil. Donc alors, je clique sur Stage File, ici. Là. Je choisis les éléments que j'aimerais inclure dans ce commit. Donc alors le commit, je vais l'appeler allez, added welcome page. Et un commit, ça doit avoir un message explicite, car quand on a un problème, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir sur l'historique des commits. Et il va voir qui a fait ce travail, quand et comment. Pour le bon déroulement du projet, on a besoin de cet historique. Voilà. Vous êtes donc alors concerné, vous êtes responsable sur les noms des commits. Moi, je lis ce commit, je vois de quoi il s'agit. Hein, donc, added welcome page. Hop. Added, je l'ai déjà ajouté. Donc, alors, j'ai ma page ici. Regardez, quand je tape là, vous allez voir que ça tape. Il tape ici aussi. Regarde, tac, tac, tac. Et si je tape ici, pam, 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 vous voyez, c'est un peu la même zone de texte. Maintenant, je peux faire mon commit. Donc, alors, si je demande à Gladys n'a pas réglé son problème de micro, je demande à Théo. Théo, oui. Quand je clique sur commit, hein, Oui. Qu'est-ce qui va se passer dans ce schéma-là? Si je vais voir, il est où? Ici. Donc, dans ce schéma, je vais vous expliquer trois zones, en fait. Ici, le repo local. Là, c'est le staging. C'est ici que je vais pouvoir filtrer ce que je vais committer. Et là, c'est le working directory. Donc, ça, c'est le working directory. Donc, Git repository. Ça, c'est Git. Je suis dans le dossier Git ici. C'est le repo local. Ici, je suis dans la zone de staging. Et là, je ne suis pas dans le dossier. Je suis dans le projet My Projects. Donc, alors, quand je clique sur Commit Changes to File,
tout, quand je vais committer, Mhm. qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais faire concrètement ici? Bah, tu vas ajouter ton fichier qui était dans le staged file, tu vas l'ajouter dans les trucs qui vont pouvoir être push quand tu devras le faire. Donc le push, c'est quand on commit vers le serveur distant. Là, on n'est pas. Donc ici, pas de panique, on n'est pas en train de travailler donc alors sur le serveur distant. Donc si on fait une bêtise, on a toujours l'occasion de se rattraper, vous voyez. Là, on ne touche pas au remote. Oui, oui, oui. Je suis toujours dans le local ici. Donc alors, si je clique sur commit, Tu ce l'ajoutes qui dans va se passer. ton repos local. Oui, le Oui, repo local. c'est ça que je voulais dire en fait. Je me suis mal exprimé. En fait, tu l'ajoutes dans ton repo local et tu pourras le push une fois que tu auras fini. C'est ça. Donc alors, avant de parler de push, simplement, ici, on est dans la première phase, effectivement, c'est pusher c'est committer le travail dans un repo local. Je vais vous montrer un schéma intéressant ici, celui-là. Donc, vous avez le working directory, le staging area et le repository local. Donc, alors, le fait de stager un fichier de là à là, dans la zone staging, eh bien, ça revient à faire cette commit. C'est git add. Hein? Donc, il va committer votre travail dans le staging area. Et quand vous cliquez sur commit, changes, ici, ce contenu de ce commit va être envoyé au repo local. C'est-à-dire, il va faire comme ça. Il va placer les éléments qui sont dans la salle d'attente, là. Avec git espace commit, vous allez les committer ici. Le fait de cliquer sur commit changes ici, il va simplement exécuter cette commande. D'accord? Vous allez voir que ce commit qui est en édition ici, il sera en lecture là. Il va être ajouté ici, dans l'historique. Donc, clique sur commit changes. Voilà, il est là, mon commit. Mon beau commit. Pourquoi? Parce qu'il est propre. Parce qu'il ne contient, si je clique sur ce commit, je vais voir ce qui s'est passé là à droite. Il ne contient que accueil, il ne contient pas index. Index, il est toujours en cours de création. C'est pour ça qu'il reste dans le wipe. Working in progress. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Ça va pour Gladys? Et du coup, Ouais. petite question, Mounir, s'il te plaît. Là, du coup, tu as un fichier qui est indexé. Et Ouais. tu te rends compte que ce fichier-là, en fait, tu devais le commit sur une autre branche, mais tu as déjà travaillé dessus. Si tu changes de branche, tu vas pas avoir de problème? Ah, je ne change pas de branche en fait. Moi, je suis toujours dans la branche développe. Ouais, mais admettons, tu te rends compte que contact.txt, tu dois l'envoyer sur une autre branche. Par exemple, pour une autre feature ou un truc comme ça. Ah oui, dans ce cas-là, simplement, je vais le committer dans mon repo local en mettant added contact page. Et après, je vais faire mon merge vers l'autre branche. Ok. Tu passes forcément par un merge, du coup. Je passe forcément par un commit et puis un merge. Ok, d'accord. Mais sinon, je ne peux pas quitter cette branche tant que j'ai un truc en cours. Vous voyez? Sinon, je perds mon travail. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut travailler avec un repo local. Comme ça, vous avez votre papote interne, donc votre brouillon en quelque sorte. Faites un commit, un max de commit pour ne pas perdre votre travail. Et faites attention de ne pas se faire taper sur les doigts, donc alors de garder un travail d'une semaine sur votre machine en local. Parce que j'ai une collègue, Alison, il a eu la blague. Donc il se déplaçait d'une autre ville et un bon matin, en train, donc alors il a oublié de committer. Ben voilà, on se déplaçait en train parce que voilà, on n'habitait pas forcément à Bruxelles. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il a oublié son PC dans le train. Une semaine de perdu, de travail de perdu. On lui a préparé une nouvelle machine, mais quand même, on lui a fait la remarque ou quoi. Comme quoi, écoute, maintenant c'est bon, hein. Tu fais tes commits. À la limite, la machine, le PC, ce n'est pas grave, mais le travail, ben non. Vous voyez, je vous donne quelques exemples qui peuvent arriver à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans la famille, donc un enfant ou je ne sais pas quoi, donc il peut bien, voilà, donc casser votre PC ou un truc comme ça. Donc alors faites des commits, ça va? Et je vais vous montrer comment faire. Pour faire des commits dans des branches à vous, sur le serveur distant, comme ça, si vous changez de machine, vous récupérez quand même votre travail. OK. Donc alors je continue.
Yep. Donc alors, c'est ce que je viens de faire, c'est ce que je vous ai expliqué. Tac, 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 tac. Et voilà, ensuite, donc vous avez ici les fichiers que j'ai ajoutés et vous avez le commit que je viens de faire, qui est atomique. Il ne traite qu'une fonctionnalité à la fois. Supposons que j'aimerais, allez, committer par exemple contact.txt et que je n'ai pas git kraken. Ici, ce n'est pas compliqué. Ce que je dois faire, c'est passer par la ligne de commande. Et passer par la ligne de commande, donc je ne sais pas si vous avez déjà installé Git pour Windows ou pas. J'avais préparé un slide et je ne sais pas si je l'ai fait ou pas. Oui, on ne l'a pas fait, on l'a zappé. Eh bien, vous me dites d'abord, parce que peut-être vous l'avez, faites un clic droit et dites-moi si vous avez ces deux options-là. Git GUI here ou bien Git bash here. Moi, je l'ai. Ceux qui ne l'ont pas, lèvent leur main. On les télécharger, je pense. Donc je vais voir, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas? Donc il y a Sébastien Taon et Urbain. Vous ne l'avez pas? Oui. Ok, il y a 4 personnes qui ne l'ont pas. Ok. Un de ces 4 personnes partage son écran avec moi, comme ça je montre aux autres comment faire l'installation. Bon, ce n'est pas compliqué l'installation, mais pour aller plus vite. C'est parti, j'ai partagé. Et Sébastien, il ne rate rien. Hein. Bah, j'essaye de suivre, c'est déjà pas mal. Mais super! Je t'encourage à Sébastien, c'est ironique ce que j'ai dit. Hein. Non, mais j'ai compris, t'inquiète pas. Super Sébastien. Je me vexe pas, hein, loin de là. Super Je manquerai plus que Sébastien. Ah bah de rien. ça. C'est l'autre qui répond. Il a raison. C'est un Très duo. bien, ok. Donc alors, voilà. Donc alors pour les autres. Donc vous suivez avec moi les étapes d'installation. Donc je vais dans le slide tout au-dessus. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Yop, 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 yop. Voilà. Hop, 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 hop. Ici, parce que tu n'as pas le slide que moi j'ai ici. Donc c'est Git prérequis, c'est le slide 6, numéro 6. C'est pour ça que je ne l'ai pas installé, peut-être. Comment ça se fait que tu n'as pas la dernière version? Tu es sur prérequis Git Kraken. Donc prérequis Git. Comment ça se fait? Ah oui, tu as ouvert prérequis Git Kraken. Attends, je vais voir sur ma machine. Alors, je vois que c'est le 3 ici, qu'ici c'est le 4. Je sais pas, c'est bizarre. Parce Attends. que Ah mais moi c'est écrit 3 et pourtant j'ai refresh il y a pas longtemps. Ouais. Et en slide 5 ou 6, t'as quoi? T'as comme moi ou... Oui, vous voyez avec moi ici. Ah, vous ne voyez pas mon écran. Donc c'est le Faites slide là. 6 en fait. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? En fait, c'est juste donc prérequis Git. Moi j'ai prérequis Git. Et toi tu as prérequis Git F5. Ça résout le Ah mais problème. ouais, il faut juste refresh en fait. Ouais, voilà. Parce que tu avais laissé ta machine ouverte à mon avis. Voilà. Mais D'accord. pourquoi ce slide? Je pensais que j'avais partagé le lien. Oui, le lien doit être ici en bas. Ouais, d'accord. Donc alors, vous cliquez sur le lien. Attends, donc alors je vais fermer ça. Et il va l'ouvrir Il ici. est là, il est là, il est en bas. Ah, ça va, d'accord. Ok, il l'a déjà téléchargé en fait. Hop. Donc alors, tout le monde, je vous invite à faire pareil. Pour une fois. Donc alors, tout ce qu'il faut faire, c'est next tout le temps. Même pas réfléchir. Je crois que je vais le faire parce que je crois que t'as pas la main. Fais-le, ouais. On change rien de toute façon. Rien, rien, rien. Il n'y a vraiment rien. Et donc alors, c'est une version Windows de Git qui vous simplifie un peu la tâche et ça vous permet. Tu l'as installé VS Code, Yann, sur ta machine? Moi, c'est à moi que tu parles? Sébastien, ouais. Oui, oui, j'ai VS Code. D'accord. Décoche un peu ça, finish et c'est bon. Ok. Donc c'est bon pour moi. Ça a été pour la personne qui avait pas le. Git, ouais. Qui avait pas Git aussi? Bon.
Bon, si Vous c'est avez ça, confirmé à Sébastien si c'est bon pour vous ou pas? Non, c'est bon. on départage alors. Sébastien, il y a Sébastien Tao qui est en attente aussi. Demande-lui si c'est bon pour Non, vous. mais c'est moi, hein, c'est moi. Je sais, je sais. C'est une vanne, mais bon. Ok. Bon, ok. Ur- Urbain et Aboud, ça va pour vous? Oui, ça va, j'ai lancé. Oui, en Je fait, pense que c'est ça, juste je pense pas que je vais avoir de problème à ça. Télécharge tranquillement, donc ça va. Ok. c'est juste à l'installation, il y a plein d'options Je vais que juste on attendre voit mes pas dans quelques les siècles, slides. puis voilà quoi. Justement, pour l'installation, je vous ai dit qu'il ne faut rien toucher en fait, hein. Ah, mais moi j'ai touché par rapport à l'éditeur parce qu'il me demande c'est quoi mon éditeur principal. Bah moi du coup j'ai mis Visual Code parce que de toute façon j'avais déjà Visual Studio Code qui était installé depuis longtemps donc Mais bon, tant que tu n'as pas touché des choses qui peuvent être embêtantes par après, donc tranquille. Tranquille à la vie. Je continue. Donc je partage mon écran. Yep, et je continue. Donc alors, ici, petite démonstration sur les commandes Git. Yep, ici, voilà, j'ai travaillé pendant une journée et demie sur cette page de contact.txt. J'aimerais rendre cette page disponible aux autres. Or, je n'ai pas Git Kraken. Pas de souci. Je vais voir ici, tac, Hello Git, un clic droit, et je choisis Git Bash Here. OK? Avant de faire ça, on est bien d'accord que j'ai deux steps ici. Mon objectif, c'est passer par la zone staging et ensuite sur le repo local. Donc, il y a deux commandes que je vais devoir faire. Donc, alors, un clic droit, git bash. Voici le bash, un émulateur Linux, en fait, que je vais avoir ici. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais vous montrer en live ce qui va se passer ici. Donc, ici. Vous voyez, contact, elle est là. Je vais le déplacer ici sans toucher Git Kraken. Donc, pour faire, d'abord, je vais lancer la commande git status pour voir l'état de mon repo. Git status. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis sur la branche develop. Je pointe, donc alors sur la branche develop, qui est liée à origine develop avec un commit. Donc alors, donc lié avec un commit, donc intract file. J'ai un fichier qui n'a pas encore été traqué, c'est contact.txt. Et bien, je vais l'ajouter à la zone staging. Et bien, c'est pas compliqué, vous tapez, donc git add, espace, je pense étoile. on rajoute aussi un fichier comme ça ou Non, 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 je vous montre moi maintenant. Donc après, vous allez faire le... Simplement, je vous montre, hein, ça va? mais oui ça va. Ok, vous voyez le fichier qui a été déplacé de là à là. Il n'est plus là, ici. Je l'ai fait à partir de là. On est d'accord? Et la partie on stage là, c'est notre local. Donc, stage, c'est une zone invisible pour vous, en fait. C'est D'accord. propre à Git. Maintenant, je vais le committer. C'est-à-dire que je vais créer un commit. C'est git commit espace-m, c'est ça? Added, deux points, contact.txt. Et voilà. Vous voyez ce qui s'est passé? Donc, added contact.txt. Je n'ai plus de travail en attente ici. Là, je peux switcher d'une branche à l'autre. Ça va, ça, pour tout le monde? Ah, en fait c'est une commande qui permet de faire manuellement ce Oui. qu'on fait en quelques clics. Ouais, c'est ça. Oui. Et donc, alors, c'est ce que fait Git Kraken. Simplement, il exécute ses commandes, hein. Vous voyez? Simplement, pour vous, ce sont des clics. C'est des clics, en fait. Vous n'êtes pas obligé de connaître le jargon Git. Mais je vous invite à, comme je vous ai dit, ça peut être des questions d'entretien d'embauche. J'ai une Ça, c'est- documentation pour vous pour ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça c'est quoi? C'est du JSON avec des expressions, c'est ça? Je vois les dollars. Ah, non, ce n'est pas du JSON, c'est un émulateur Linux Ah, c'est du qui nous Linux en permet de fait. travailler avec un programme qui s'appelle Git. Le programme Git, en fait, donc pour le versionning de votre code. Et ce programme n'a pas une interface graphique. Lui, il dialogue avec vous via une ligne de commande. Donc, c'est comme les Décoding. applications Ouais. console. C'est comme les applications Java console. Vous voyez la console en bas? C'est la même chose, hein. Mhm. Vous avez vu avec moi la fois passée, on a créé un truc comme celui-là, hein. On a créé des programmes où on passait un paramètre, par exemple. Vous vous souvenez de cette histoire de...
quand on allait sur le run configuration ici, et on choisissait un programme, on allait dans Arguments. Ici, on tapait des arguments. On avait fait ça la fois passée. Hein. Ouais. Et bien, ces arguments qu'on tapait ici, vous pouvez bien les exécuter dans une commande console. Là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. C'est ces arguments-là. Vous voyez, git status étoile. Git, ce n'est rien. Hein. C'est juste une application console, hein, ni plus ni moins. Vous voyez? Et donc alors, ce qu'on fait avec Git, parce que nous, notre objectif, c'est de pouvoir s'en servir, hein, se servir de cet outil pour être focus un peu sur Spring, sur pas mal de choses. Mais bien sûr, à un moment donné, il faut avoir maîtrisé les commandes de base de Git. Voilà, c'est un peu le but. Voilà, donc alors, si je continue, je reviens chaque fois sur ce schéma. Hein, vous voyez ici, ce diagramme de classe, le stagiaire, elle est là. Vous avez la zone index, la zone repo, et puis la zone repo distant. Ce qu'on vient de faire maintenant, c'est quoi? C'est que le développeur, quand lui développe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler en local dans une loop. Loop, c'est une boucle. Vous voyez? J'arrange un petit peu le menu à gauche, je change la couleur, j'ajoute une fonction dans la couche service, je regarde un peu avec le repository, ma base de données connectée ou pas. Et c'est dans une boucle que je vais faire ça. Tant que le livrable est non OK, c'est-à-dire tant que ce que je vais partager sur le repo distant n'est pas consistant, ça va simplement bloquer les autres développeurs pour rien et ça va casser leur code, je ne sors pas de cette boucle. Je fais que des staging et de commit. Stage commit. Yep. Stage. Donc, je vais vous montrer. J'ajoute un espace ici. Et j'ai levé le wipe qui va disparaître. Oui. Espace et sauvegarder. J'ai le wipe qui va apparaître. Stage commit. Oui. Stage commit. Stage vers la zone d'index, là, le staging, celui-là. Commit, c'est de l'index vers le repo local. Commit, c'est de là à là. Ça va? Tout le monde voit? Tout le monde voit un peu ce que j'explique ici? Ça va, ouais. Oui. Oui, ça va. Morgane, ça va? Pierre, Oui, ça va. Pierre, ça va? Sylvain, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va. Ok. Donc alors, je continue. Yop. Une fois que j'ai terminé, et bien à ce moment-là, je peux faire un pull request. Hein? C'est ce que vous allez faire avec moi tout à l'heure. Ask merge on remote range develop. Donc ici, vous avez envoyé une demande de merge. OK? OK. Donc alors, je continue. J'avais un prof à l'UNIF, plus que 30 ans de métier en SQL. Quand il posait la question, on était un peu fatigué, personne ne répondait pas. Bah, lui, il répondait lui-même. Il dit, est-ce que ça va pour tout le monde? Personne ne répond. Lui, il dit, ah bah, ça va pour moi, moi je continue. Il n'attend pas la réponse des autres et puis il avance tranquille. Donc alors, je continue. Donc en commençant, c'est quel fichier différent? Oui, vous avez la commande status, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est git status. Cette commande, simplement, il va nous refléter l'état du repo. Comme vous voyez ici, git status. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Il dit qu'il y a un fichier qui a été modifié de contact.txt. Eh bien oui, parce que moi, je suis allé dans ce fichier contact.txt, j'ai ajouté un espace, vous voyez. Supposons que j'ai introduit un bug ici, je sauvegarde. Vous voyez là, donc c'est un bug. Je sauvegarde. Je vais voir sur Git. Sur Git, j'ai le wipe ici, le working in progress. J'ai mon fichier contact. Pour voir ce qu'il y a dans ce fichier, j'ai un simple clic. Je regarde. Peut-être qu'il y en a qui ont cette présentation, il y en a qui ont celle-là, mais moi je préfère celle-là, parce que le before, after, avant, après, vous voyez? En rouge, c'est ce qui va être supprimé si je commit, et en vert, c'est la nouvelle version si je commit. Attention. OK? Donc alors moi c'est un bug, ça, je ne veux pas le committer, je veux le discarter, discard change. Je veux l'annuler. Eh bien, regardez, mon fichier il contient le mot bug. Pour discarter ce fichier, je clique sur la petite poubelle, soit là, soit je fais un clic droit sur mon fichier et je clique sur discard change. Hop. Il me demande est-ce que tu veux discarter? Oui. J'ai annulé ma modification. Si je vais sur VS Code maintenant, et hop, ça a disparu. Vous voyez un petit peu ce qui se passe?
Sébastien, à bout, ça va, tu vois un peu? Oui, je vois. Ok. Ok, donc je continue alors. Donc si ça va pour tout le monde, impec. Donc alors, encore une fois pour la documentation, vous avez c'est où? Ici. Vous avez les commandes ici, hein. Donc du working directory au staging, vous avez exécuté cette commande, donc git add. Donc pour faire un commit, vous mettez git commit espace-m, voilà le message du commit. Pour annuler ce commit, vous mettez un git reset, hein. Vous retournez le fichier dans la zone staging et pour déplacer le fichier de la zone staging, le retirer de la zone staging, vous mettez un git checkout. Voilà. C'est un très beau schéma parce que quand j'apprenais Git, en fait, pour moi, c'était un cauchemar, hein, ces commandes. Vraiment les Et bases. si on clone, euh, ça va passer l'étape du checkout, en fait. Ça va virer tout ce qu'on a de nous-mêmes et ça va Ah oui, remplacer non, non. directement parce qu'il y a ce qui est en ligne. Ouais, donc là, il faut vraiment pas garder des trucs dans le staging, hein. Vous voyez, quand vous passez d'une branche à l'autre, clone, peu importe, il faut d'abord que vous décidez à ce que vous avez comme travail. Soit alors, vous le committez, soit vous le discartez. Vous ne le laissez pas en attente. D'accord? D'accord, Pierre? C'est Pierre qui a posé la question? Non, c'est moi. D'accord, j'ai compris. Et toi, c'est qui? Excuse-moi, mais je ne vois pas le truc. Sébastien. Sébastien, voilà. Donc, Sébastien Agut. D'accord. Ça va? Ok, donc alors, je continue. Donc, comprendre les branches. Vous avez, donc alors, cette notion de branche. Donc alors, ici pour les branches, on utilise donc les branches tout le temps, ou presque. Donc alors, pour tester une fonctionnalité, hein, c'est ce qu'on appelle les futures, hein. Donc alors, soit pour isoler un développement un peu lent, ça m'est arrivé souvent, donc j'ai participé à développer des applications Java, et souvent avec l'architecte, en fait, à chaque fois, il me demandait une fonctionnalité. Qu'est-ce que je faisais, en fait? Donc c'était ma routine, ma petite routine. Je crée une branche. En fait, ici, c'est vraiment une copie totalement indépendante de la branche principale. Et je commence mon travail. Une fois que je termine, ben, je commit. Donc l'architecte reçoit automatiquement un mail, il va vérifier le code et puis il va merger dans la branche développe. Soit alors pour mettre quelques commits de code. Question entretien d'embauche, à quoi servent les branches? Hein? À Morgane. Donc, tu peux faire ça, Moi, prendre je un peux répondre si ça Yes. dérange pas. Oui, 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 bien sûr. Je t'en prie, Ah non, Sébastien. mais je laisse répondre, c'était lui en premier, donc... Non, non, lui, il va Non, il me demande de prendre un prendre un screenshot en screen. fait, pour le partager sur Facebook, mais je t'invite, Sébastien, à y participer. Et ouais. Je voulais répondre du coup à la question. C'est... en fait, j'ai pas compris du coup, parce qu'en fait, il y a la réponse là-dedans pour tester une fonctionnalité. En fait, c'est juste si dans le Tu développement d'une reprends ce qu'il y a application, ici, tu l'expliques de ta euh, manière. Ouais. dans le développement d'une application, on va être amené à... Enfin, on va nous demander quelque chose, et du coup, on va penser à une solution, et on va commencer à mettre en place la solution. Et en cours du développement, on va se rendre compte que finalement, cette solution-là, elle n'est pas viable. Ou alors, il faut la changer, il faut la modifier, elle n'est pas bonne. Du coup, on va reprendre une ancienne version où on était moins avancé, au moment où on a commencé à implémenter du coup la fonctionnalité. Et on va repartir sur un développement en parallèle. Ça veut dire, en fait, si on est à la version, je sais pas, la version 1D, par exemple, donc, enfin, je sais pas, non, la version 14, je sais pas comment dire ça, on va dire la version J'arrive. 1D, en se disant que c'est la version 1A, 1B, 1C, 1D, toujours en linéaire, Ouais, sur une même ouais. branche. On va revenir à la version, par exemple, 1B, puis on va dire, voilà, je suis parti, on part sur autre chose, on va partir sur 2B. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est surtout que ça te permet d'avoir une branche personnelle. C'est que si on est 10 développeurs à travailler, tu as ta branche, tu as ta fonctionnalité à développer. Donc tu travailles sur ta particularité en fait que tu dois développer. Et après tu viens le remettre dans Develop, dans le pot en commun en fait, dans la branche en commun. C'est ça. D'où l'intérêt de la branche que tu personnalises.
C'est ça, exactement. Et comme vous voyez ici, par rapport au flux, j'ai cette petite image. C'est comme ça que j'ai préparé mon équipe de développeurs. Elle travaille en suivant ce schéma. C'est très important. Et comme vous le voyez là, c'est un schéma très complet, hein. Donc moi, je l'ai simplifié parce que voilà, on ne travaille pas pour des grandes industries, hein. On n'est pas encore là. Donc, ce qui se passe en fait, hein. Donc alors, on commence par une branche master. C'est ce qu'on a fait avec vous, hein. Donc, vous travaillez sur une structure comme ça là. Donc, alors, on va versionner cette branche master. Vous n'aurez pas accès à cette branche, c'est pour le déploiement. Donc, alors, ce qui va se passer en fait après, vous avez la branche develop et vous avez la branche future branches. Voilà. On a sauté ces deux pour l'instant. Ce n'est pas important. Pour nous, en tout cas. Donc, alors, la branche develop, eh bien, c'est à partir de cette branche que vous allez, et vous allez faire avec moi dans un instant, créer vos branches à vous. Ce sont les branches future. Supposons que Sébastien va s'occuper de la facturation. Donc alors lui, logiquement, il va créer une branche sur sa machine qui s'appelle future-facturation. À un moment donné, vous avez Pierre ou bien Sylvain qui va prendre en charge, ou bien Maxime qui va prendre en charge donc la fonctionnalité dépenses. Eh bien, il va créer une branche sur sa machine future-dépenses. Oui. Eh bien, Sébastien, il va travailler, il va faire son premier commit, son deuxième commit, hein, et Sylvain, il va créer son deuxième commit ici. Une fois que Sébastien a terminé, il va envoyer. Un merge. Oui, donc il va faire une demande de merge. Mais souvenez-vous, la fois passée, quand on a travaillé, on avait donc 3 équipes. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire, Sébastien? Il va envoyer, je pense, une demande de merge sur la branche de votre équipe, c'est ça? Ouais, on avait désigné un responsable d'équipe Oui, et c'est lui qui centralisait tout et qui te retransmet à l'analyste qui était toi, c'est ça, ouais. entre autres, pour fusionner tout le travail, quoi, et contrôler en soi C'est ça. la Et donc, fonctionnalité si c'était bien, quoi. exactement. Et donc, alors, il va y avoir une branche qui porte le nom de votre équipe, Sud, par exemple. Sébastien va faire un pull request au responsable de l'équipe. Et donc, alors, ils vont tous les deux regarder, faire un partage d'écran et ils vont regarder si c'est bon. Ils vont fusionner ça dans cette branche Sud. Et une fois qu'ils ont terminé, eh bien, le responsable d'équipe va m'envoyer, moi, un pull request. Comme ça, moi, je dois vérifier ce que tout est bon avant de fusionner le travail de l'équipe vers la branche développe. Et nous, on a paramétré l'environnement pour que personne ne peut pusher dans la branche développe directement. Donc, alors, il y a un système de contrôle de code pour être sûr que quand on va répartir ou bien redispatcher le code aux autres développeurs, ce code va être contrôlé 2 fois. Une fois par le responsable d'équipe et une deuxième fois par moi. Comme ça, on minimise les erreurs et on minimise les problèmes qu'on a automatiquement dans les formations avec Git. On se retrouve avec pas mal d'erreurs et pas mal de bugs. Donc alors des problèmes de merge et tout, qui sont à cause d'un truc. À cause de quoi? À cause du fait que les développeurs ne font pas un pull request. Ils ne récupèrent pas le travail des autres. Ils continuent dans leur version et quand ils font un push, ils écrasent le travail des autres. C'est ça qui crée en sorte que dans les modules de formation Git, on se retrouve en fait avec des conflits en fait. Mais bon, voilà. Donc alors ça c'est le workflow Git. C'est un concept de travail qui est largement utilisé. Je vous invite en fait à méditer là-dessus pendant plusieurs jours, hein, pour bien comprendre le truc. Et il y a une documentation très très bien faite sur comment ça marche ici. Car vous pouvez l'introduire dans la boîte où vous allez travailler. Si eux, ils travaillent n'importe comment, vous leur suggérez cette structure. Vous pouvez barrer ces 2 branches pour simplifier un peu le schéma. Et vous révisez ça par cœur et vous leur expliquez ça sur un whiteboard ou un truc comme ça. Leur montrer un petit peu le truc. Une fois que Sébastien a terminé, hop, et une fois que le responsable d'équipe a mergé et puis il m'a demandé de merger, et donc alors j'ai fusionné le travail de Sébastien dans la branche développe. Vous voyez là, ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais le merger dans la branche développe. Sylvain, il va faire pareil, il va continuer, lui, hein, ici.
Sylvain, là, à ce niveau-là, il n'a pas la dernière version de la branche développe. Pourquoi? Parce que lui, il a copié ce qu'on appelle un checkout ou bien un pull. Il a copié cette version de la branche développe. Or, cette version a été mise à jour à ce niveau-là. Donc, Sylvain n'a plus la dernière version. Il travaille sur une version obsolète. Ici, sonnette d'alarme, il faut qu'à un moment donné, Sylvain fasse quoi? Fasse un pull à partir de la branche développe. Comme ça, il continue son développement, mais en se basant sur la toute dernière version. Car Sébastien, ici, éventuellement, il a modifié une fonction que Sylvain utilise. Sylvain a basé son développement sur une version qui n'est plus la même. Donc alors, le code de Sylvain, quand lui va terminer, il pense que tout est OK pour lui, mais non. Toi, tu t'es basé sur une fonction que Sébastien a changée ici. Donc ça n'ira pas. Il faut que tu ailles chercher la dernière version pour que ton développement soit toujours à jour. Hein? Donc alors, Sébastien, fusion, à un moment donné, on lui a attribué une autre tâche. Il continue son développement, tac, tac, tac. Et hop, ici, il a fait une demande de merge. On vient de mettre à jour sa version. Donc la branche développe. Et en même temps, on a fusionné le travail de Sylvain ici, dans cette branche développe. Et quand on est arrivé à une version stable, livrable, qu'on peut démontrer au client, eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va simplement merger la branche développe dans la branche master. Et ça va être déployé chez le client. Et chez le client, on va voir le client, il sait que la version courante, c'est 1.0. Exemple concret pour un vrai client, donc Eurogold. Si vous allez voir, moi j'ai un système de versionning qui est pas mal. Vous pouvez développer ça par après. Donc alors dans nos développements, si vous allez tout en bas, vous allez voir que vous avez donc release.note. Artistic est un partenaire à nous, donc release.note. C'est juste un fichier texte que j'ai mis en place. Vous voyez, version 7.2.2.0. Ça c'est important pour nous. Donc, alors, on sait que c'est cette version qui est utilisée actuellement chez le client. Et cette version, je vous montre un truc encore plus intéressant. Et là, préparez-vous, je vais vous montrer carrément le serveur sur lequel j'ai fait le déploiement. Donc, c'était encore. Okay, il est sur l'autre écran. Donc, certificat, oui. C'est une astuce que un des développeurs, en fait, un collaborateur à moi l'avait introduit, c'est génial. Donc, si vous voyez, donc alors ça c'est le serveur. Donc, ce que vous avez vu ici, oula, ici, cette application-là, celle-là, ce que vous voyez là, elle est sur Internet, on est d'accord, dans un certificat SSL et tout. Mais elle est où concrètement? Elle est sur un de nos serveurs. Donc, si je vais sur le VS Code, je tape Euro, elle est Eurogold. Elle est au milieu, ouais, on l'a vu. Voilà. C'est ce dossier en fait. Vous voyez là, c'est juste un dossier hein, sur un partage ici. Et nous, ce qu'on fait, on versionne notre contenu comme ça. Voilà. Je crée un nouveau dossier, je fais un nouveau déploiement. S'il y a un problème, simplement, je repointe sur le dossier précédent. Comme ça, le client il a toujours, on a toujours une route de secours, vous voyez? Ouais, tu as la dernière version qui est la 13.05, mais Ouais. s'il y a un gros problème, tu peux revenir sur la 13.04 et revenir. Et là, je resimplifie encore une fois, parce que ce n'est pas si simple que ça. Parce que là, on travaille avec des applications distribuées. Le back-end est à part, le front est à part, mais bon, voilà. Comme ça, À partir de quel moment on recrée une version? Donc là, tu l'as déployé, imaginons que c'est la 13.04, le client Eurogold revient vers toi en disant voilà, je voudrais une nouvelle fonctionnalité, et là, tu développes la nouvelle version 13.05, c'est ça? soit un bug, soit alors, quand vous voyez ici, donc j'ai Ou un le souci. Ouais, d'accord. serveur. En fait, ces chiffres, ils ont une explication. Hein. Donc, alors, vous voyez le SAT 2.2.0, chaque chiffre, en fait, a une signification. Ouais. C'est quoi, Version grossièrement? sept. J'ai en fait un truc, je ne sais pas si. Voilà.
Donc, en fait, donc, chaque chiffre a un sens. Vous avez les major versions, le minor version et le patch version. Donc, quand il s'agit d'une correction d'un bug, vous changez le 0 à 1, par exemple. Quand il s'agit, par exemple, d'ajouter une fonctionnalité, vous changez le 1 à 2, par exemple. Et quand c'est une refonte ou bien c'est un changement quand même majeur, bah, vous passez de la version 3 à la version 4. D'accord. Donc, tu as eu deux changements majeurs et je sais plus ce que tu m'as dit, Oui, vous pouvez taper le des choses API, mineures, quoi. API versionné, vous allez voir qu'il y a pas mal de concepts ici. Je vous donne Oui, simplement mais l'idée. quand on change de version majeure, on réinitialise les deux chiffres à côté. Oui, Mhm. parce que c'est une version qui n'a rien à voir avec l'ancienne, et donc alors vous pouvez faire ça. Mais ce qui est bien, c'est ce fichier-là. Je clique sur ce fichier, et ici je mets l'historique en fait, des modifications. Comme ça, je sais qu'à la version 2.0, voici ce qui a été fait. La version 3.0, voici ce qui a été fait. Et le client il peut consulter ça aussi, vous voyez là. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ouais, Et les patchs, c'est juste des corrections de bugs, des choses comme ça, c'est ça? Oui. Ok. Je garde cet historique. C'est juste un fichier texte que je déploie dans la solution. Et ça, c'est voilà. Encore une fois, c'est des pratiques sur le terrain. Là, je vous montre un vrai client. Donc, ce n'est pas académique, ce n'est pas à l'école que vous apprenez ça. C'est à un moment donné, pendant le développement, on a prouvé, en fait, donc éprouvé un besoin et voilà. Bah, je l'ai mis en place et voilà, c'est comme ça que ça marche et ça aide beaucoup. Je le partage avec vous. Ça va? Et du coup, Mounir, c'est quoi la différence entre un patch et un hotfix? Oui, très bonne question. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'elle est bonne. Le patch, je l'ai utilisé pendant la démo pour hacker une application. Donc, je leur ai fait développer un patch pour hacker cette application. C'est un crack, je pense, hein, peut-être. Et le hotfix, en fait, c'est fixer un bug, tu vois. Ok, ouais. Donc, le patch, c'est quand tu patches, en fait, une application. Tu craques une application, quoi que ce soit. Et le hotfix, bah, tu fixes un bug. D'accord, d'accord. Bah, du coup, les patchs de sécurité, c'est pour hacker. Non, 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 pas forcément, hein. Ce n'est pas un terme, en fait, donc dédié et prévu pour, par exemple, dire que c'est un crack ou quoi que ce soit. Un patch, c'est un concept, en fait. C'est quand tu patches une application. C'est quand tu ajoutes comment dire, tu corriges je sais pas moi, un bug. C'est un patch aussi, tu vois. Et quand tu règles un problème de sécurité, c'est un patch. En fait, c'est une modification que tu apportes à une application existante. Donc, ça peut être en fait, voilà, un module ou bien ça peut être une DLL. Hein. Tu vas par exemple, dans une application, tu vas modifier une DLL. Vous voyez un petit peu ce que c'est une DLL. Hein. C'est l'équivalent d'un jar. Une DLL, tu vas remplacer une librairie dans une application pour sauter, par exemple, le passage où il demande un numéro de série, par exemple. Mais c'est dans les deux sens un patch, hein, donc c'est pour corriger une application, pour sécuriser une application. C'est un concept, en fait. Mais bon, voilà. Une question, Laurent. Sylvain. Si c'est 8, le Guerneschi, ça serait 8 sur ton site Eurogol, là. Ouais. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que t'es pas trop bon dans le développement parce que tu as beaucoup de bugs? Ah, non, ça veut dire que c'est une application assez mature, peut-être que l'application donc tourne depuis 8 ans et c'est un point fort, pas forcément, hein. C'est qu'il y a une équipe qui travaille derrière et que ça tourne, quoi. Mais voilà, il ne faut pas tomber dans le paranoïa. Ici, simplement, c'est un mécanisme de suivi de votre application parce que vous imaginez le stress. Quand une application tombe à genoux, une fois on avait ça, donc Eurogold est down, donc il n'est plus accessible. Moi, un samedi, donc j'allais faire mes courses et j'avais prévu une journée pour changer un petit peu. Je suis fait demi-tour, je suis resté au bureau, je ne sais pas, à Twitter pour régler le problème avec un de mes collaborateurs. Hein. C'est un problème SSL. Hein. Et donc alors, voilà, c'est des mauvaises expériences et c'est ces expériences qui m'ont permis, moi, de grandir professionnellement. Vous voyez? Donc, voilà quoi.